En fait, se plaindre, c'est pas si mal. Et est-ce que du coup, c'est une posture de vie? Je pense que c'est une inconscience. Les gens se plaignent parce qu'ils considèrent qu'ils vivent une injustice, parce qu'ils considèrent qu'ils ont droit à quelque chose. Bonjour à tous, je suis Caroline Delapalme, grande joie de vous accueillir dans ce nouveau numéro du podcast Dièse. Dièse, c'est le podcast dédié à l'écologie des relations, aux attitudes et comportements qui nous font grandir, mieux travailler ensemble, mieux communiquer, bref, mieux vivre ensemble. Et parce qu'on est convaincu que la relation est essentielle, nous allons aujourd'hui monter le son sur une posture, se plaindre ou choisir. Pourquoi se plaindre? Qu'est-ce que cela génère? Se plaindre peut-il être bénéfique? Et pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir dans les studios de Dièse la joyeuse et lumineuse Laura Gasperoni. Laura, bonjour. Bonjour Caroline. Laura est une experte de la relation en entreprise. Elle est spécialisée dans la créativité et l'innovation, d'où l'intérêt de parler de se plaindre ou choisir avec elle. Alors Laura, je commence tout simplement pourquoi les gens se plaignent. Alors, les gens se plaignent parce qu'ils ont le sentiment de vivre une injustice. Basiquement, c'est ça. Et qu'elle soit d'ordre physique, donc c'est une maladie par exemple, qui vivent comme une injustice, pourquoi moi et pas les autres, pas les autres, hein, c'est ça. Ça peut être aussi d'ordre émotionnel, d'ordre relationnel, c'est-à-dire pourquoi tel ami ne me parle plus, vraiment je comprends pas, etc., etc. Ça peut être dans le travail professionnel, c'est pourquoi il gagne plus que moi alors qu'on fait le même métier, que moi j'apporte plein de trucs, ou alors pourquoi il a eu le job et pas moi, voilà. C'est ce genre de plaintes. Ça peut être aussi des plaintes d'ordre, je dirais, de catastrophe. Cette plaie d'Égypte, par exemple. Donc on peut se plaindre aussi de la météo, lorsqu'il pleut beaucoup et qu'on ne peut plus sortir, faire de vélo. C'est désagréable et on se plaint. Alors que typiquement la météo, c'est vrai, s'il y a bien un truc sur lequel on ne peut pas agir, c'est bien la météo. Ah bah voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh oui, bonne question. Et alors c'est vrai que quand on regarde, je suis allée voir là, plusieurs sondages en préparant ce programme, et je me suis aperçue que, étonnamment, les sujets de plainte ne sont pas forcément des sujets liés à des problèmes perso. C'est souvent même en bas de la liste. J'avais trouvé un sondage qui disait que seulement 12% se plaignent de problèmes, par exemple, liés à leurs enfants. Mais est-ce qu'il y a des sujets de prédilection de la plainte? Je crois que les thématiques de plainte sont très différentes en fonction des cultures et des croyances des personnes. Donc j'imagine que ton sondage, il est français. Ouais, il est français. Oui, parce qu'il paraît qu'on est champion du monde de la râlerie organisée. Pour le coup, je crois qu'il y a plus de 70%. Enfin, un sondage qui a été fait il y a longtemps, plus de 10 ans, montre que les étrangers considèrent que les Français sont les pays les plus râleurs, à 70%, plus de 70%. Et il se trouve que les 3 sujets de plainte les plus importants, c'est l'administration, comme par hasard, le gouvernement et les transports en commun. Alors, ce qui est marrant, c'est que le deuxième pays où les gens râlent aussi, c'est l'Italie, donc à 50%. Donc les cultures latines, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Ce que je me dis, et c'est une hypothèse que je fais, c'est que les gens se plaignent parce qu'ils considèrent qu'ils vivent une injustice, parce qu'ils considèrent qu'ils ont droit à quelque chose. Ok. Alors, la France est un pays avec une culture d'État-providence. C'est inscrit, c'est l'État-providence. Et donc, il y a une culture de « j'ai le droit de ». D'ailleurs, cette expression n'existe pas en Italie, par exemple. Moi, je parle italien. Avoir le droit de quelque chose, ça n'existe pas en Italie comme expression. Les Français considèrent qu'il y a plein de choses qui leur sont dues. Et donc, quand l'économie marche moins bien, alors, qu'est-ce qui se passe? D'où la plainte. Et en Italie, il n'y a pas d'État-providence en Italie. L'État est né très tardivement en Italie. Par contre, ce qui est providence, c'est l'Église, la famille et la maman. D'accord? Donc, quand des choses ne vont pas, en Italie, quand les gens se plaignent, c'est contre l'Église, contre la famille et contre la maman. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une expression en Toscane, alors, je ne suis pas toscane, je suis romaine, qui est une expression mignonne, mais ça va vous paraître horrible à vous les Français, mais voilà. Que tu vas nous dire d'abord en italien pour mettre un peu de voilà, qui est mamma maiala. Et ça veut dire? Le maiale, c'est le cochon. Ok? Voilà. Donc c'est la faute de la maman. Ok? C'est comme ça. C'est une question de culture et de croyance. Ok. Et est-ce que du coup, c'est une posture de vie? Je pense que c'est une inconscience. Je pense qu'on n'est pas conscient, en fait. Qu'on se plaint? Oui. On n'est pas conscient des raisons, pourquoi on se plaint et d'où ça vient.
On ne sait pas d'où ça vient. On se plaint, ça on le sait, on le vit, mais on n'a pas conscience de l'origine, du pourquoi on se plaint et qu'est-ce que ça fait, le fait de se plaindre. Alors c'est là où justement, je voulais rebondir parce que je suis tombée sur une phrase de Jean Dutour, écrivain français, membre de l'Académie et résistant, hein, qui s'est évadé à 2 reprises, donc je pense que se plaindre, ça ne va pas être trop son truc. Et qui écrit « Les gens qui se plaignent constamment vivent leur malheur 2 fois, d'où leur humeur chagrine. » Qu'est-ce que génère la plainte comme mécanique vertueuse ou vicieuse? Oui, c'est une excellente question parce qu'en fait, se plaindre, c'est pas si mal. Hein. C'est pas mal de se plaindre. Ah, ça c'est intéressant. Voilà, c'est pas mal du tout, c'est pas mal ni c'est bien d'ailleurs. Oui. C'est pas le sujet. Okay. Soit c'est utile, soit c'est pas utile. Alors, la plainte est utile lorsque elle nous fait prendre conscience de quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui ne nous convient pas. Ce qui serait pire par rapport versus la plainte, c'est d'être dans le déni ou aussi dans la rétention. Ou dans même de l'inconscience. Oui, c'est ce qu'on appelle le déni. Tout va bien, voilà, tout va bien. Le déni peut être utile aussi. Le corps, il est fait aussi pour te protéger. Le déni, c'est une protection. La plainte, c'est une protection aussi. Hein. Donc, le déni et ce qu'on appelle la rétention, c'est un truc qui me dérange, mais je ne le dis pas. C'est des trucs qui restent stagnés, qui nous empêchent. Il y a un truc qui ne va pas, mais on ne sait pas ce que c'est ou on ne veut pas le dire. Okay ? Le coup d'après, c'est ce qu'on appelle le ressenti et le blâme. Donc, le ressenti, c'est « je suis en colère », et le blâme, c'est « je me plains ». C'est ta faute, je me plains et parce que ça va pas, etc. Ouais, c'est même pas, quand tu te plains, c'est même pas forcément de dire c'est ta faute. Tu peux simplement faire la litanie permanente d'un truc qui te prend la tête. Tu le dis pas que c'est de la faute de l'autre, mais tu le penses très fort. Quand tu te plains, tu te poses en victime. Donc tu es forcément la victime de quelqu'un. Donc, par l'exemple, tout à l'heure on a parlé de l'État, victime de l'État. En Italie, victime de la maman. Chaque culture, son histoire, voilà. Et en fait, lorsque tu te plains 1 fois, 2 fois, ok, tu prends conscience, il y a un truc qui ne va pas, c'est utile. Voilà. C'est là où tu trouves que la plainte est intéressante, c'est qu'elle te fait prendre conscience. Tu libères tes émotions. T'évites l'ulcère. Voilà, c'est ça. Au lieu de faire la gueule, ou je sais pas quoi, au moins tu sais, au moins les gens savent ce qui ne va pas. En revanche, si tu te plains en permanence, c'est-à-dire, par exemple, j'en ai marre de ce travail, j'en ai ras-le-bol, j'aime plus, j'ai plus envie, et que tu fais rien, mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar pour toi, parce que tu es beaucoup moins efficace. Puis tu vis dans une situation qui n'est pas intéressante. Voilà, et puis c'est un cauchemar pour les autres. Et donc, c'est pas utile. C'est pas utile. Oui. Ça s'appelle un mécanisme de défense. C'est-à-dire que tu te protèges. C'est quand même utile quelque part. Hein. Tu te protèges d'un sentiment d'impuissance, en fait. Et oui, parce qu'en fait, se plaindre, c'est une façon de rien faire, en fait. Ben oui, de ne pas avancer. Et oui. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant de voir d'où ça pourrait venir, il y a une psychologue qui a écrit un livre qui s'appelle « L'enfant roi, l'enfant dans l'adulte et l'enfantile ». L'enfant roi, c'est l'enfant à qui on ne dit jamais non. Hein. Il a toujours tout ce qu'il veut, il l'a. Et en fait, ça en fait des victimes, parce qu'ils n'ont jamais vécu de frustration. Et n'ayant jamais vécu de frustration, ils ne savent pas comment y réagir. Donc tout ce qui est éducation qui ne permet pas à un enfant de se frotter à la réalité, en mettant les bonnes protections, bien sûr. Hein, et à la frustration. Et à la frustration, exactement. C'est pas utile pour lui, d'accord ? Donc il y a pas mal de gens, probablement, qui ont été éduqués, élevés, très protégés, etc. En Italie, il y a beaucoup d'enfants rois. L'enfant est roi en Italie. Aux États-Unis aussi. Et aux États-Unis aussi, voilà. Et moins en France. Moins en France. Il y a une Américaine qui a écrit un bouquin super intéressant en disant « Les meilleures mamans du monde, c'est les mamans françaises ». Parce que justement, en observant les mamans dans les parcs français, où elle s'est aperçue qu'elle les laissait faire leurs expériences, elle voyait les enfants qui montaient, qui allaient tomber. Alors aux États-Unis, les mamans se ruent pour empêcher les enfants de tomber. Et là, les mamans françaises, elles laissaient tranquillement les enfants tomber en disant ils vont apprendre. Ouais, c'est ça. Mais... Et en Italie, c'est terrifiant. L'Italie est le pays des enfants rois. On les appelle i mammoni, les mamans accrochées. Voilà. Donc, du coup, lorsqu'on se plaint en permanence, on a une espèce de, c'est ce que tu disais, une espèce de litanie comme ça, qui nous empêche de dire à un moment donné, ok, j'ai vécu quelque chose, j'ai vécu une injustice, ok,
C'est dur, c'est pas évident, etc. Bon, et qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, parce que si tu quand il dit c'est une façon de vivre le malheur 2 fois, Ben, parce voilà. que tu vis le malheur et quand tu te plains, tu remets une deuxième couche. Exactement, c'est exactement ça. Je suis 100% d'accord avec, avec ton... Avec Jean du Voilà, tout. exactement. Et après, la question, c'est... Comment j'en change, quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, bien sûr. C'est quoi la posture pour sortir de ce cercle vicieux? La posture, je pense qu'il y a des situations où c'est tellement ancré qu'il faut se faire aider par un spécialiste, un thérapeute, un psy, un coach, peu importe. Il faut se faire aider. Donne-moi un exemple. Par exemple, j'ai accompagné une personne qui se plaignait du manque de sens dans l'entreprise, qui se plaignait de relations toxiques, qui se plaignait de décisions injustes, qui se plaignait de non-alignement stratégique. Voilà. Donc en fait, je l'ai accompagné pour l'aider à prendre conscience, d'abord être en empathie avec les gens qui travaillaient avec lui ou avec qui lui travaillait. Première chose, c'est de comprendre ce qui se jouait pour ces gens-là et d'être en collaboration et en coopération. Donc l'aider à lui faire prendre conscience de sa responsabilité dans cette situation-là. Pas sa faute, mais sa responsabilité. Et donc, qu'est-ce qu'il pouvait faire, lui, pour changer cette situation? Mais ça a été un travail de questionnement à partir de situations réelles, de prise de conscience, d'expérimentation de nouveaux comportements, pour voir quel type de réaction ça allait engendrer nouvelle chez l'autre, par exemple. Oui, parce que ce qui est sûr, c'est que les gens qui se plaignent, ça pollue la vie de tout le monde, quoi. Donc on les fuit. Ben oui, c'est ça. On les fuit parce que les gens ont juste envie de leur dire, mais... C'est ça. Et en plus, c'est une question d'énergie. Tu sens quand tu t'approches, quand tu vois les gens. C'est l'énergie de la victime dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. C'est l'énergie de la victime. Et donc, si tu veux sortir de ça, la première chose, c'est de partir du principe de choix. C'est pas une vérité, c'est ni vrai ni faux. C'est un principe, une hypothèse qui est de dire je choisis tout dans ma vie. Je dis bien, c'est une hypothèse, attention. Oui, parce qu'on ne choisit pas d'être malade. Voilà, par exemple. Ouais. Donc, je choisis tout dans ma vie. En gros, je choisis tout ce que je peux choisir. En partant de cette hypothèse-là de choix, tu peux te dire que tu choisis de attaquer le problème qui se présente et qui génère chez toi une frustration et une plainte et un sentiment d'injustice. À partir de là... Ou d'impuissance. Ou le sentiment d'impuissance de l'histoire de la victime. C'est-à-dire que tu décides que si tu as de la puissance, si tu peux, c'est le principe d'autodétermination, que tu peux changer les choses. Et ensuite, tu imagines un certain nombre de solutions et tu les expérimentes par des comportements différents. Donne-moi un exemple. Alors, par exemple, je vais reprendre l'exemple de la personne dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je lui ai suggéré de demander d'avoir une conversation avec son boss pour comprendre la raison de certaines décisions, mais une conversation très ouverte. Pas une conversation agressive, mais avec une intention, et c'est là que c'est important, une intention de vraiment comprendre. L'intention fait toute la différence. Bien sûr. Si tu poses la question, par exemple... En voulant coincer l'autre. En voulant coincer l'autre, exactement. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est une vraie intention de s'en sortir, quoi. Et donc, c'est aussi ne pas avoir peur d'avoir honte. Ok, vas-y, creuse. Dans certaines situations, par exemple, tu peux te plaindre de t'inviter à dîner alors qu'ils ont invité les copains. Tu te dis, tu te sens exclu, voilà, tu te plains, mais ils ne m'aiment pas, machin, bon, le truc classique. Ça, c'est une hypothèse, d'accord ? Mais tu peux avoir peur de le dire parce que tu as peur d'avoir honte de ne pas être invité, tu as peur de montrer que tu as peur d'être rejeté, d'accord ? Donc, tu préfères te plaindre. Oh, ils sont pas sympas, de toute façon, ils m'invitent jamais, machin. Plutôt que dire, je dis ça parce que j'ai peur de me sentir rejetée. Ou j'ai peur d'avoir honte, de ressentir ça. La posture de la victime est un mécanisme de défense, un comportement défensif. Comme son nom l'indique, défensif, ça te protège. Et ça te protège contre des peurs. Ok, c'est en ça que se plaindre de temps en temps, ça peut te faire du bien. Ben oui, okay. Exactement. Ça protège contre des peurs. En gros, il y a une peur fondamentale, une peur primaire qui est la peur d'avoir peur. C'est pas agréable de ressentir la peur. Et il y a 3 peurs secondaires qui sont la peur d'être abandonné, d'être ignoré. Typique exemple, tu arrives dans une fête, une soirée, une réunion professionnelle,
et personne ne te parle. Tu peux te plaindre intérieurement. De toute façon, c'est tous des cons. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je suis venue là. J'en ai rien à foutre de ces gens. Exactement. Ou alors, tu peux aussi choisir d'aller vers les gens. Voilà. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à aller vers les gens parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Et ils ont tellement peur qu'ils ne veulent tellement pas expérimenter ça. Ils ne veulent pas prendre le risque. Qu'ils n'y vont pas. Donc, paf, ils se plaignent. Mécanisme de défense. Okay. L'autre peur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur d'une situation, de ne pas faire face. Donc, typiquement, un boss me confie une mission, et plutôt que de lui de pas faire face, c'est d'avoir honte, d'être un peu humilié, tu vois, le mec il sait pas trop, etc. Mon boss me confie une mission, je regarde le truc, je me dis, bah là, je sais pas faire, je comprends rien au truc et tout. J'ai tellement peur d'avoir honte, d'être humilié, de montrer que j'ai peur de pas faire face, qu'au lieu d'aller voir mon boss pour dire, écoute, je comprends pas ta demande, je sais pas ce que c'est, je vais essayer de faire un truc, et puis après, au moment où je rends le truc, je vais aller me plaindre en disant tu me donnes toujours des trucs infaisables, l'objectif n'était pas clair, etc. Je me plains de ça. Et troisième peur, c'est la peur du rejet. Je vais passer une entrevue professionnelle, mettons que j'ai un handicap invisible. La personne me questionne sur les handicaps, etc. Ou, je sais pas, on arrive à en parler de ça, je n'en parle pas. Parce que j'ai peur d'être rejetée. Voilà. Et après, je ne suis pas pris pour le job, pas à cause de ça, mais... Puisque j'en ai pas parlé. Parce que j'en ai pas parlé, mais à cause d'autre chose. D'accord ? Et donc, je vais me plaindre que de toute façon, l'interview était mal fichue, etc. etc. Donc, c'est comme un espèce de mécanisme de compensation ? Oui, c'est ça, exactement. C'est une protection. Donc, si tu rencontres par exemple des personnes qui se plaignent beaucoup dans ton environnement professionnel, par exemple, qui te font un brief ou je sais pas quoi, qui se plaignent, ou peu importe des partenaires, la meilleure façon de rétablir la relation, c'est de demander à la personne les faits. C'est quoi la situation qui a généré cette plainte? De demander à la personne l'histoire qu'elle se raconte sur ce qui s'est passé. D'accord ? Et son ressenti. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'injustice? Etc. Et ensuite, de reformuler l'enjeu de relation qu'il y a entre vous. Comment est-ce qu'on peut rétablir la confiance, par exemple? Et de chercher ensemble des solutions concrètes. Ok. Et ça, c'est ce que tu appellerais choisir? Oui. Dans le sujet se plaindre ou choisir, toi, ton jump pour sortir de la plainte, qui, si je récapitule un peu tout ce qu'on vient de se dire, serait une forme de protection au début, mais ce serait plutôt un système vicieux, poussé en mode fonctionnement permanent. Et pour toi, ce que tu conseilles, c'est de bouger, quoi. Oui. Reprendre les rênes. C'est ça. Ce que je conseille, c'est de reprendre sa vie en main et sa situation en main, d'être conscient que nous avons toujours le choix de changer les choses. C'est une hypothèse, hein. Tu parlais de la maladie, bien évidemment, c'est pas toujours vrai, mais c'est comme ça. Mais tu peux choisir de voir les choses différemment. En tout cas, ou de le vivre différemment. Exactement. Ou de le vivre différemment. Exactement. Ça ne change rien à la maladie, mais tu peux décider de vivre les choses différemment. Exactement. Alors après, c'est toujours facile de dire quand tu es en bonne santé. Hein. Non, bien sûr. Mais tu peux choisir de vivre les choses différemment. Je pense qu'il y a aussi un temps. C'est-à-dire que quand tu as l'impression d'avoir subi une injustice, tu es tellement sous l'emprise de l'émotion que tu as du mal à discerner. Tu as du mal à... Il faut laisser passer la colère, c'est l'intelligence émotionnelle, il faut laisser se traverser par l'injuste sentiment de peur, d'injustice, de colère. Faut vraiment, c'est presque physique, hein, c'est un truc qui monte. Il faut laisser passer et puis retrouver ses esprits, son discernement. Et là, ok, devant cette situation, qu'est-ce que je peux avoir comme alternative que de me plaindre? D'abord, est-ce que j'ai envie d'avancer? Est-ce que j'ai envie de m'en sortir ou pas? Après, tu peux être tellement fatigué de temps en temps que tu n'as pas cette énergie dont tu parles. Parce que ça demande d'une part de la clairvoyance, et puis ça demande de regarder le truc en face et de se dire comment j'y vais, quoi. Mais tu peux choisir aussi justement de prendre du recul, c'est-à-dire de te reposer, de changer d'air. Tu parlais de fatigue, justement, tu peux choisir, c'est un choix aussi, de dire ok, là je tourne en boucle. Je tourne en boucle.
Donc maintenant, il est temps de... Je vais me poser, là, je ne sais plus où j'en suis, je vais me poser. Et je vais prendre du recul. C'est ce qu'on appelle, tu sais, je vais faire une pause avant d'arriver au burn-out ou avant de... Tu vois, la plainte, ça peut être aussi un beau voyant de burn-out, hein, de j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, aidez-moi. Mais je ne sais pas comment faire. Donc, on arrête. On stoppe. Ça, c'est un choix. En soi, c'est un choix. Et donc là, ce que tu conseilles, par exemple, moi, je suis manager et j'ai des collaborateurs qui se plaignent tout le temps. Quoi faire? Ouais. Alors, surtout pas les culpabiliser. Ça ne sert à rien. Ça ne fait que renforcer la victime. C'est-à-dire que tu deviens persécuteur, tu renforces la victime. Ni les sauver. Ah, t'as trop de travail, je m'en occupe et tout. Surtout pas. Il faut créer les conditions pour qu'ils aient une bonne estime d'eux-mêmes, qu'ils se sentent importants, qu'ils se sentent compétents et qu'ils se sentent acceptés avec tout ce qu'ils ont le droit de se plaindre. En revanche, en tant que manager, il est important pour l'efficacité de l'équipe, de l'organisation, que ça ne dure pas trop longtemps. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est, écoute, j'observe que tu te plains de ça, ok. Qu'est-ce qui fait, quels sont les faits qui t'amènent à penser comme ça? Quelle est la situation, les situations qui font que tu penses comme ça? À chaque fois que je vais voir tel service, il m'envoie bouler, j'ai pas les chiffres de la SI, type classique, hein. Les clients ne sont pas disponibles, j'ai des objectifs trop élevés, voilà, c'est des plaintes. Voilà. Et donc, ok, est-ce que tu peux me donner des situations concrètes, réelles, et qu'est-ce que tu t'es raconté comme histoire? Et pour essayer de déterminer, en fait, ouais. La petite histoire un peu tordue qu'on est capable tous de se raconter dans des situations qui ne vont pas bien. C'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, tu prends un risque et donc ça demande du courage. Voilà, notre ami le courage. Voilà, ça demande beaucoup de courage. Et puis après, puisqu'on parlait de joie tout à l'heure, tu parlais de joie, c'est fun d'essayer des trucs nouveaux, quoi. Tu vas te dire, bah, tiens, je vais essayer un truc. Je vais essayer un truc que je n'ai jamais fait. J'imagine et j'essaye et on va voir ce qui se passe. Et j'en essaye 10 nouveaux. Et puis c'est marrant de voir, il y en a un qui marche, il y en a un qui fonctionne. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a une chanson là de Grand Corps Malade qui s'appelle « Je dors sur mes deux oreilles ». Donc lui, il a eu un accident. « Ma vie, c'est moi qui vais la peindre. Je vais y mettre le feu en ajoutant plein de couleurs. » Que c'est joli. Voilà, donc c'était la touche musicale. Poétique du podcast. On peut embrayer sur la chanson de Grand Corps Malade. Et ben, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Laura, d'être venue monter le son avec joie sur la plainte. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans notre prochain numéro de Dièse où nous continuerons à monter le son sur tout ce qui nous fait grandir. À très vite.